normalement, il faut être assez près pour qu'on vous entende bien Ok. et pour passer juste les flèches. Ok. Et voilà, il faudrait quand même. Voilà. Je sais pas par cœur. Oui, je vous dire. Et sinon, vous avez le retour ici. D'accord, super. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais commencer en remerciant l'équipe du CESAD de leur invitation et de leur super organisation. Voilà. Et je trouve que c'est génial que des CESAD comme ça montent des journées qui ont quand même demandé plus d'un an de travail à toute l'équipe. Voilà. Ceci dit, nous allons aborder un problème qui actuellement me tient assez à cœur et c'est les relations complexes entre la déficience visuelle et le neurodéveloppement. Et vous allez voir pourquoi ça me tient à cœur. On m'entend pas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je parle plus fort? Ça va être compliqué? C'est mieux? On va essayer, hein? C'est mieux. Bon. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous allez voir pourquoi. Et vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Et donc vous pourrez après me porter la controverse avec la discussion se fera avec beaucoup de bonheur. Alors voilà, moi je pense qu'on ne peut pas parler de déficience visuelle si chaque fois on ne redéfinit pas ce que c'est que la vision. Et la vision, c'est avant tout un acte neuronal. Et voici un schéma que je dois au professeur Solé et qui est un schéma ancien et qui montre bien comment, à partir des radiations électromagnétiques de notre environnement, nous allons fabriquer par le biais d'un message électrique qui va cheminer le long du nerf optique et puis au niveau du lobe occipital dans un certain nombre de structures cérébrales. Et vous voyez toutes ces flèches qui sont représentées au niveau du cerveau et qui montrent bien toute l'implication cérébrale dans l'acte visuel. Ah, ouais, mais j'ai pas d'image. Ouais, c'est ça. Super, merci. Et donc, vous voyez, bon, ce schéma qui est là pour montrer comment le message arrive au niveau du cerveau et comment il est analysé. Bon, les voies dorsales et ventrales, vous en avez déjà entendu parler. Et donc, nous montrons ici simplement qu'à partir du cortex occipital, eh bien, le message va être analysé au niveau temporal par la voie ventrale pour répondre à la question du qu'est-ce que je vois, et puis au niveau pariétal postérieur, aux questions où ça se trouve et qu'est-ce que je fais avec. Voilà. Et effectivement, les structures antérieures vont permettre de décider si j'agis ou pas sur cette image que je viens de décoder. Alors, j'aime beaucoup ce travail que je dois à Merabet, qu'on doit tous à Merabet, qui a montré sur des techniques de recherche en IRM, les voies visuelles dont nous venons d'analyse du message au niveau cérébral, dont nous venons de parler, avec un faisceau supérieur qui SLF qui correspond globalement à la voie dorsale. J'ai fait une bêtise. Voilà. Non, celle-là. Voilà. La voie inférieure qui correspond à la voie ventrale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les images depuis la gauche, sujet voyant normalement, en passant au milieu avec un sujet qui est aveugle pour une cause oculaire, avec des voies cérébrales qui sont conservées, et un sujet qui a un cérébral visuel impairment, c'est-à-dire une atteinte des pathologies neurovisuelles dans le monde francophone,
Et les voix à ce moment-là sont extrêmement réduites. Cet élément, ce travail nous permet d'affirmer le caractère organique des pathologies neurovisuelles et si c'est actuellement à peu près reconnu pour les formes graves, c'est encore dans le monde ophtalmologique suspecté de complaisance dans certains troubles d'apprentissage. Et donc, il nous faut des preuves anatomiques pour permettre d'affirmer que ces pathologies neurovisuelles sur les formes mineures, elles existent réellement. Nous allons maintenant définir la déficience visuelle. Qu'est-ce que c'est que la déficience visuelle? Alors, je ne vais pas tout relire, vous aurez tous les topos, etc. Mais vous voyez que la classification de l'OMS, elle dit on est déficient visuel quand on a entre 0 et 3 dixièmes. Vous avez la prévalence de la déficience visuelle. En fait, en France, on accompagne la déficience visuelle si on a une acuité visuelle centrale inférieure à 5 dixièmes. Mais vous voyez aussi que si on a 8 dixièmes, un champ visuel correct et une dyspnosie ou une apraxie du regard et ou une simultagnosie, on n'est pas reconnu déficient visuel. Et pourtant, on a une fonction visuelle déficitaire et beaucoup de gêne dans la vie quotidienne. Et en fait, de nombreux enfants porteurs de pathologies neurovisuelles ne sont pas reconnus malvoyants, surtout s'ils sont dans des contextes neurologiques. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'il faut apprendre à examiner les enfants neurologiques, ce qui demande effectivement du travail et du temps. On parle de cérébral visual impairment pour ces atteintes visuelles d'origine centrale dans le monde anglo-saxon, de pathologie neurovisuelle, c'est la même chose dans le monde francophone. Et la littérature vous dit c'est la première cause de déficience visuelle dans les pays développés. Alors vous voyez, j'ai mis un certain nombre de statistiques trouvées dans la littérature. Certaines sont anciennes, d'autres sont plus récentes. Vous voyez que globalement, les gens qui ont fait ces travaux retrouvent pas mal d'enfants avec déficience visuelle, avec ces pathologies. Je ne détaillerai que la dernière, qui date de 2020, et qui dit surtout, on a dans les structures qui s'occupent de déficients visuels de 20 à 40% d'enfants porteurs de pathologies neurovisuelles. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment ces enfants ont d'autres choses. Et vous voyez, Wong dit 100% des enfants porteurs de CVI congénital et 88% porteurs de CVI acquis ont d'autres déficits neurologiques. Et bien ça veut dire qu'il faut examiner tous les enfants neurologiques. Et là, il dit les enfants porteurs de CVI sont ceux qui ont le plus de troubles associés non ophtalmologiques. Ça dit la même chose. Et puis, il y en a un autre qui dit quand les enfants déficients visuels pour une cause périphérique ont autre chose, c'est du CVI. Donc, 50% des cas, 49. Enfin, Sonksen va dire 60 à 70% des enfants DV ont une autre déficience. Et bien, ça veut dire que nos enfants déficients visuels, il faut savoir les examiner. Il faut penser qu'ils peuvent avoir du CVI en plus de la cause périphérique pour laquelle ils sont arrivés dans nos structures. En fait, le CVI, ou pathologie neurovisuelle, représente un énorme cortège, continuum de pathologies. Et tous les polyhandicaps ont des pathologies neurovisuelles, parfois de diagnostic impossible du fait du manque de coopération et de communication de ces sujets. Au milieu, nous avons les paralysies cérébrales, et même si nous en avons moins, nous en avons encore. Et puis, nous avons les troubles d'apprentissage qui représentent effectivement le volet le plus léger, entre guillemets, des pathologies neurovisuelles, mais qui impactent lourdement la scolarité. Au milieu, j'ai mis les TSA, et vous allez voir pourquoi j'ai mis les TSA. Et ce qui est quand même assez intéressant à retenir, c'est que malgré leur fréquence, leur variété de présentation, leur retentissement sur le neurodéveloppement et la vie future des enfants, ces pathologies ne sont pas reconnues dans les classifications internationales.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme enfants dans les structures qui s'occupent de déficience visuelle? Ben, on a ceux qui ont des déficiences visuelles périphériques, ceux qui ont des déficiences visuelles centrales, ceux qui ont les deux. Et tous peuvent avoir des troubles du neurodéveloppement en plus. Et ces troubles du neurodéveloppement, ça sera des retards globaux de développement, des TSA et tous les 10 possibles. Plus près encore? Ouais, ok. Alors, j'ai analysé, à propos de cette rencontre, les enfants dont je m'occupe au centre de déficience visuelle au CRDV. Il y en a 137. J'en ai retrouvé 10 qui avaient des malformations du globe, 26 qui avaient des atteintes du segment antérieur, 42 des atteintes du segment postérieur, 8 des atteintes du nerf optique, 15 des atteintes neurologiques, 19 avaient des albinismes et 17 des nystagmus essentiels, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trouvé la cause. Voilà. Alors, il n'y avait pas énormément d'enfants neurologiques. Les troubles du neurodéveloppement, j'ai repris la classification et le dessin qu'on avait mis avec Michel dans le livre, et vous voyez qu'on a la déficience intellectuelle, les TSA, et puis tous les 10 allant des troubles du langage au TDC, en passant par les TDAH et les troubles et le syndrome dysexécutif qui vont générer les troubles des apprentissages. Alors, je me suis intéressée au fait que ces enfants DV que j'avais devant moi, est-ce qu'ils étaient porteurs de TND? Je savais bien qu'il y en avait, on m'en parlait régulièrement et j'ai analysé les dossiers. Et nous avons retrouvé à ce moment-là 53% des enfants déficients visuels qui avaient des TND. Intérêt donc dans toutes les structures de déficience visuelle de s'intéresser au neurodéveloppement de ces enfants. Nous en avions 21% qui avaient soit des déficits intellectuels, soit des TSA, et 9 qui étaient DI-TSA. 44 avaient des 10, soit 32% de la population. Alors, je vous les ai marqués, ça a un intérêt limité, hein, mais voilà, il y en avait quand même 32% qui étaient 10. Et surtout, j'ai recherché la prévalence des troubles du neurodéveloppement dans la population générale. Alors, la prévalence dans la population générale, c'est un enfant sur 10, soit 17%. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où on est déficience visuelle, on a bien plus de risques d'avoir des troubles du neurodéveloppement que ce que l'on retrouve dans la population générale. Et donc, après ce long préambule, nous allons aborder les relations DV périphérique et neurodéveloppement, les liens DV-autisme et PNV-autisme et les formes modérées à graves des pathologies neurovisuelles. Alors, DV périphérique et neurodéveloppement, je pense qu'actuellement, dans toutes les structures qui accompagnent la déficience visuelle, quand on récupère un bébé ou un petit enfant, on va lui demander un bilan, on va évaluer sa vision fonctionnelle, certes, mais on va demander également un bilan à la psychomotricienne ou au psychomotricien pour savoir comment est son développement. Personnellement, j'aime bien, j'insiste pour qu'on me donne des résultats chiffrés, parce que ces résultats chiffrés, ils vont marquer toute l'équipe. Ces résultats chiffrés, je vais redemander un test tous les ans ou tous les 18 mois pour suivre l'évolution de cet enfant. Et de temps en temps, l'effondrement ou une évolution péjorative dans ces chiffres va me permettre de remotiver l'équipe et les neuropédiatres et les généticiens pour trouver, rechercher une autre cause, parce que effectivement, un enfant DV qui a un neurodéveloppement qui s'effondre, il faut se bouger. Il est tout à fait certain que les très grands malvoyants, les malvoyants profonds et les aveugles, ont des risques en lien avec l'absence ou quasi-absence de fonction visuelle, d'avoir des troubles du neurodéveloppement. Alors, la littérature, moi j'ai retenu le travail de Cass en 1994 qui dit que entre 16 et 27 mois, une baisse des manipulations, une augmentation des comportements stéréotypés fait rentrer l'enfant dans le developmental setback et qu'on a un risque de TSA. Soxen et Dale, en 2002, disent que 17% d'enfants avec des DV périphériques
ont un retard de développement et que la perception de la forme de près à 16 mois a un effet protecteur sur leur neurodéveloppement. Les facteurs de risque sont l'ADV profonde, on est tous d'accord, les garçons, et les lésions cérébrales, là aussi, on est tous d'accord là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer un retard des étapes posturales en lien avec l'atteinte de la vision périphérique. Et là, on renvoie aux travaux de Bullinger. On va observer un retard ou une absence de langage, une écholalie et des mots dépourvus de réalité sensorielle. Et puis, on va voir apparaître des mouvements stéréotypés que dans le monde de la déficience visuelle, on appelle les blindismes, qui sont la rotation sur soi-même, le pouce dans l'orbite, les balancements, les agitations de main. Et là, on n'est pas très, très loin de ce que l'on voit chez certains TSA, et qui sont souvent la recherche de stimulation vestibulaire ou visuelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de renforcer l'imagerie mentale, la coordination humaine, donner quelques notions spatiales et topologiques. Certains enfants ont des phobies du toucher qu'il va falloir essayer de traiter car c'est un problème pour l'apprentissage du braille. On voit dans cette population des retards d'apparition de l'attention conjointe et ouais, ça serait bien si vous m'enleviez. Voilà, super, merci. Je veux bien la photo d'avant. Merci. Et donc, un retard d'apparition de l'attention conjointe et de la théorie de l'esprit. Et en 2008, il y a une publication qui dit quand même que 30% des DV profonds par rapport à 90% des malvoyants et des voyants âgés de 28 à 40 mois peuvent partager des intérêts pour un jouet. Donc, ce retard, il est extrêmement important. On note aussi qu'un certain nombre de très grands malvoyants et d'aveugles utilisent des indices sonores pour se déplacer et un certain nombre utilisent l'écholocation, pas tous. Ces comportements sont liés à la lenteur d'acquisition de la fonction visuelle, à la limitation, voire l'impossibilité de possibilités d'imitation. Et 33% des aveugles, 2% des malvoyants sont à risque de retard développemental. Alors, j'ai mis quelques histoires, comme ce que je vous raconte n'est pas toujours très facile à entendre, j'ai mis quelques histoires. Alors voilà l'histoire de Mathilde. Mathilde est née en novembre 2020, elle était porteuse d'un colobome irien et choriorétinien, elle avait une ésotropie de l'œil droit. On l'a pris en charge, elle avait 5-6 mois. Il y a un œil qui ne voit quasiment pas, donc au carton de Teller, on avait 0,4 dixième. Et on avait un BLR qui était à 72. Donc, elle a été prise en charge, orthopsie, psychomote, kiné, etc. À 18 mois, elle ne tient pas assise. Elle ne se déplace pas. On a des blindismes. Mais tout le monde me dit non, non, mais elle n'interagit pas si mal que ça. On a des problèmes d'oralité. À l'acuité, il n'y a rien à droite, mais l'acuité de l'œil gauche, elle a monté, puisqu'on a 1,2 dixième à gauche et puis 1,7 dixième. Par contre, on a une dégradation neurologique. Apparaissent des frottements des mains, elle n'attrape pas. On a une microcéphalie, des convulsions infracliniques, mais quand j'arrive à avoir un EEG, elle convulse. L'IRM est normal. Le BLR en avril 2023 est à 33 et en janvier 2024 à 10. Alors là, tout ce temps-là, on a boosté les neuropédiatres et la génétique. Et enfin, c'est la génétique qui, bien sûr, a fait le diagnostic. Avec la génétique a mis en évidence une mutation MEGP2 que l'on voit dans les syndromes de Rett. Et donc, rien en lien avec le colobome. Donc, si vous voulez, cet enfant, elle a un syndrome de Rett et elle a un colobome. Alors, est-ce que, pour l'instant, j'en ai parlé avec les neuropédiatres. Pour l'instant, il faut essayer de motiver les généticiens pour qu'ils recherchent si dans les RET, si dans le MECP2, on a quelque part quelqu'un a trouvé un colobome ou si elle a 2 anomalies génétiques, etc. Et le plus intéressant,
c'est qu'il semble qu'en Espagne, il y ait des gens qui cherchent à utiliser une molécule pour les syndromes de Rett et que cette molécule, elle permettrait peut-être d'améliorer un petit peu le devenir neurodéveloppemental de cet enfant qui est quand même assez pathologique. Alors maintenant, nous allons attaquer les liens déficience visuelle, autisme et pathologie neurovisuelle, autisme. Et c'est là que peut-être il faut me dire que je me trompe. Voilà. Les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant grand DV ou aveugle, ben, on le sait, peuvent conduire à des TSA. Et d'un autre côté, les pathologies neurovisuelles graves chez l'enfant bienvoyant ou modérément malvoyant peuvent générer des comportements très proches des TSA. Et donc, le diagnostic est extrêmement périlleux et l'accompagnement difficile. Que dit la littérature? Eh ben, il faut quand même savoir que dès les années 50, à l'époque, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des enfants aveugles, on voyait énormément de séquelles de rétinopathie du prématuré, ROP, et il y en avait quand même 8% qui étaient TSA. Lorsqu'on progresse dans la littérature, on retrouve en 2018 une référence qui dit entre 11 et 40% d'enfants DV congénitaux sévères en âge scolaire sont TSA. Mais il y a une publication assez intéressante qui vient de Suède et qui dit sur 10 ans, les enfants aveugles nés en Suède, on a 38% de TSA, mais surtout, la prévalence du TSA varie avec le diagnostic étiologique de l'ADV. Alors déjà, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de suivre de façon plus attentive ceux qui ont ce diagnostic. Eh ben, c'est les hypoplasies du nerf optique, les rétinopathies du prématuré, les anophtalmies, microphthalmies et les amoroses de Leber. Alors, les hypoplasies du nerf optique, c'est surtout ceux qui rentrent dans le cadre du syndrome de De Morsier, où on a des atteintes de la ligne médiane cérébrale, et on peut penser que quand on a une atteinte de la ligne médiane cérébrale, qu'on a une hypoplasie du nerf optique, qu'on n'a pas de bulbe olfactif, qu'on a une atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire, on a quelque part effectivement pas mal de raisons d'avoir un cerveau qui n'est pas tout à fait bien connecté et plus de chances d'avoir des TSA. Les rétinopathies du prématuré, oui, on a à ce moment-là des cerveaux c'est des grands prématurés maintenant, et des cerveaux qui ont souffert. Anophtalmie, microphthalmie, c'est parce qu'on a des malformations, mais l'œil et le cerveau, c'est quand même très proche, et on a très probablement des malformations cérébrales associées. Et l'amorose de Leber, ça dépend de l'atteinte génétique. On a des amoroses de Leber qui sont génialement intelligents et des amoroses de Leber, effectivement, qui ont des TSA. Je me suis intéressée aux miens. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai parmi les 12 TSA que j'ai? On avait 4 malformations du globe, 2 syndromes de De Morsier, 2 dysplasies rétiniennes. Donc, la dysplasie rétinienne, c'est une rétine qui ne s'est pas fabriquée comme il fallait. Et donc, là aussi, on rentre dans le cadre des malformations graves du globe oculaire. 2 amoroses de Leber, un syndrome de charge, une cataracte congénitale. Ne me demandez pas pourquoi elle arrive là, mais c'était comme ça. Il y avait dans la littérature une publication extrêmement intéressante parce que c'était une méta-analyse de 100 articles sur les traits autistiques des enfants déficients visuels. La conclusion de cet article, c'est que le TSA chez l'enfant DV pouvait être un TND indépendant du problème visuel, en particulier dans les pathologies impliquant le système nerveux central. Là, on est tous d'accord. Et puis qu'on avait des TSA-like chez l'enfant DV, pouvant être en lien avec la déprivation sensorielle, mais que dans ces cas-là, on avait quand même, surtout avec le temps, une meilleure attention partagée, un meilleur langage, une régression possible des signes de TSA. Et Brambing, en 2011, dit chez l'enfant DV, les signes TSA-like seraient le reflet des difficultés d'acquisition des habiletés socio-cognitives. Alors, que dit encore la littérature? Elle dit, Brown et Hobson disent 24 enfants DV congénital, 9 répondent aux critères de TSA. Testés 2 ans plus tard, ces 9 enfants DV sont comparés à des enfants TSA voyants. Ils ont tous entre 5 et 9 ans et un niveau de QI identique. Les enfants DV ont des scores plus bas dans les épreuves de relation avec les gens et d'expression des émotions.
Mais surtout, 8 ans plus tard, seul un enfant DV a encore des signes de TSA, alors que les 7 TSA voyants ont encore des traits autistiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que nos enfants DV qui ont des signes de TSA, d'abord il faut, sans leur mettre des étiquettes, il faut les chercher. Et puis, il faut absolument les prendre en charge et se battre sur le temps pour que ces signes de TSA s'estompent. Alors, comment détecter les enfants à risque? Moi, je vais vous donner l'adresse des 2 structures qui connaissent très, très bien. D'un côté, la pépinière, dont nous avons une représentante ici, avec les tests qui sont utilisés. Je ne vais pas tout détailler. Et de l'autre côté, le travail qui est fait dans la région lyonnaise, où deux observateurs analysent des films d'enfants qui sont faits très régulièrement et qui montrent que dès 12-24 mois apparaissent des différences dans les interactions et la communication sociale, le langage, mais pour les comportements répétitifs et l'écolalie, on n'a pas de différence avant 3 ans. Voilà. Alors, je vous raconte encore une histoire. Ça, c'est l'histoire de Karim, qui est né en 2006. Karim est porteur d'une dystrophie rétinienne Rod-Code avec un ERG plat. Il est fort hypermétrope. Le diagnostic est un peu tardif. Il est accompagné. Et à 3-4 ans, il y a un diagnostic d'autisme atypique qui est posé avec des troubles du comportement social. Vers 10 ans, on a une acuité visuelle qui est de l'ordre de 1/10. Il a une héméralopie en fonction de sa dystrophie rétinienne, des problèmes de vision, des couleurs, de contraste. On ne peut pas faire un champ visuel et un nystagmus. Mais surtout, les orthoptistes qui l'accompagnent mettent en évidence des pathologies neurovisuelles avec une simultagnosie, une agnosie des images, une prosopagnosie et une fixation compulsive des lumières qui est une pathologie neurovisuelle. Et je vous rappelle que dans les années 70, la fixation compulsive des lumières était un signe diagnostique d'autisme. Ce n'est pas un signe diagnostique d'autisme, c'est une pathologie neurovisuelle. Et vous avez d'un côté la fixation compulsive des lumières, de l'autre la photophobie d'origine centrale. Ce sont 2 pathologies neurovisuelles. Alors, on reprend Karim à 17 ans. Et bien, à 17 ans, sa vision centrale a baissé. Il a une dystrophie rétinienne, ce n'est pas très étonnant. On peut faire un champ visuel qui montre un scotome central bilatéral, la persistance d'îlots inférieurs arciformes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une régression des pathologies neurovisuelles et des traits autistiques. La génétique a fait son œuvre et on a trouvé. Actuellement, on le classe dans les amoureuses de Leber. Et cet enfant, ce jeune, après une scolarisation en Ulysse, va être orienté vers un bac pro vente. Alors, bon, toute l'équipe se dit que la vente, quand on a eu des signes autistiques, c'est peut-être pas ce qui va le mieux marcher. Mais bon, il y a quand même une orientation en bac pro. Et quand il était petit, c'était pas gagné. Alors, et les enfants TSA voyants, les enfants TSA voyants, ils ont des pathologies neurovisuelles. Alors après, il y a le travail de Montron que j'ai retenu avec une prééminence du traitement visuel local sur le traitement visuel global. Bon, tout le monde en parle. Avec un déficit de la voie magnocellulaire d'analyse du message visuel, voire de la voie dorsale, parce que la voie magnocellulaire, c'est la voie dorsale. La voie magnocellulaire, elle se projette sur l'amygdale et il semble qu'un déficit précoce de cette voie pourrait expliquer les problèmes des TSA à traiter les basses fréquences spatiales nécessaires à la perception des émotions et des visages. Alors, on a trouvé aussi des anomalies oculomotrices, des troubles visio-attentionnels, mais quand vous reprenez la littérature, c'est extrêmement variable. Donc, il y en a, mais voilà, ce qu'on trouve est variable et souvent on trouve ce qu'on cherche. Ce qui est sûr, c'est que ces atteintes de la fonction visuelle, est-ce que ce n'est pas des PNV? Et quel lien y a-t-il entre ces particularités de la fonction visuelle et les atteintes du contrôle cognitif et des interactions sociales? Alors, je ne dis pas que les TSA, ils n'ont que des pathologies neurovisuelles, je ne dis pas ça, mais je dis que dans la population, surtout maintenant qu'on parle que les TSA, c'est devenu un grand spectre, dans la population TSA,
il y a des gens qui ont des enfants, des jeunes, qui ont des pathologies neurovisuelles et que essayer de les mettre en évidence, rien que porter un diagnostic, et on va le voir après, porter un diagnostic de dysgnosie, c'est déjà faire un traitement. Alors, ça, c'était pour faire un petit lien. Vous voyez toutes les images tordues qu'on peut montrer aux enfants pour essayer de faire des diagnostics. Et nous allons voir maintenant les pathologies neurovisuelles et leurs conséquences développementales. Alors, moi, je ne traite bien sûr que des formes modérées et graves. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on analyse? Eh bien, la voie rétinogéniculée. Il faut être très anatomique dans les examens. La voie rétinogéniculée avec l'acuité, la vision des couleurs, des contrastes, le champ visuel. La voie ventrale, et c'est là qu'on va retrouver les dysgnosies des images, des objets, des symboles, la prosopagnosie. La voie dorsale avec son versant visio-moteur, visio-spatial, l'attention visuelle, la stratégie du regard, avec une petite bulle pour dire que, en fait, ce que nous trouvons, c'est de façon mineure le syndrome de Balint que les neurologues connaissent bien depuis la fin du 19e. On n'a rien inventé. Et l'oculomotricité avec la fixation, les saccades, la poursuite, l'existence ou pas de strabisme, de nystagmus et de paralysie de fonction. Dans cette population qui a des formes graves, on peut retrouver toutes les pathologies oculomotrices graves. Alors, la forme la plus grave, c'est la cécité corticale. On voit, nous, arriver dans les centres de déficience visuelle des enfants avec des cécités corticales, des bébés, bien sûr, avec des sujets indifférents à toute stimulation lumineuse, tout en gardant un réflexe photomoteur et un fond d'œil normal. Ils récupèrent au moins partiellement, mais même quand ils ne récupèrent pas trop mal, c'est toujours des sujets qui restent dysexécutifs et ce qui va beaucoup gêner leur vie sociale et leur insertion professionnelle. Après, nous avons les atteintes de la voie ventrale qui sont toutes les dysgnosies. Les formes graves perturbent la perception de l'environnement, ne permettent pas aux enfants de construire un univers stable et rassurant et font le lit des TSA. Deux atteintes fréquentes, l'atteinte des images et là, la réaction de l'entourage qui est variable peut aggraver les conséquences et le diagnostic est thérapeutique. L'enfant qui ne va pas reconnaître à 3 ans séquelles de grande prématurité, qui à 3 ans, en petite section de maternelle, ne reconnaît pas le lapin à 10 heures, mais le reconnaît à 11 heures, l'inverse, il va être... l'enseignant va avoir tendance à dire « mais attends, tu te moques de moi, tu ne fais pas attention, etc. » Parce que ces troubles de la reconnaissance sont extrêmement variables dans le temps, puisque quand nous fabriquons une reconnaissance d'image, il faut que l'image qui arrive de notre œil à notre lobe temporal, elle matche avec le pool d'images déjà engrammées dans le lobe temporal et que la reconnaissance correcte ne va se faire que si ces deux images, eh bien, elles arrivent c'est pas de la fusion, mais elles arrivent à se reconnaître et électriquement, à ce moment-là, nous allons reconnaître. Donc, alors si on fait le diagnostic, et c'est pour ça qu'il faut que les équipes de rééducateurs aient l'œil et l'oreille, c'est-à-dire qu'il faut demander comment se fait la reconnaissance chez les petits. Est-ce qu'elle est toujours pareille? Et puis, il faut leur donner des images prototypiques, parce que si vous leur donnez des images, certes extrêmement belles dans les livres, si c'est des images modifiées du prototypique, ils ne vont pas reconnaître. Bon, alors après, les visages. Les visages, vous imaginez la prosopagnosie, ce que c'est gênant quand on est petit. Voilà. Alors, après l'atteinte de la voie dorsale, donc la fonction visio-motrice, bien sûr, c'est les troubles de la coordination avec main au pied. Au max, l'ataxie optique. Et l'ataxie optique, c'est un des signes du syndrome de Balint. La fonction visio-spatiale, c'est l'héminégligence, l'atteinte de la localisation spatiale et des directions visuelles, avec l'atteinte en 2 dimensions. L'atteinte de l'espace en 2 dimensions, c'est la page sur laquelle on travaille. L'épraxie du regard, c'est l'atteinte de la stratégie du regard. Au maximum, l'apraxie du regard, ça aussi, c'est le syndrome de Balint. Et l'attention visuelle,
avec au maximum la simultagnosie, qui fait aussi partie du syndrome de Bailey. Et vous voyez, je vous ai mis des photos correspondant à des difficultés dans l'atteinte de la voie dorsale. En haut, la recherche dans une bibliothèque d'un livre, hein, et en bas, le fait que le sujet est perturbé quand les sols sont très travaillés. Alors, j'ai insisté un peu sur les signes comportementaux, parce que les signes comportementaux, c'est ce que tout le monde peut observer. Dans les atteintes de la voie ventrale, la reconnaissance visuelle. Eh bien, la reconnaissance visuelle, c'est prendre l'enfant qui a ses problèmes, il va prendre un objet après l'autre jusqu'à ce que ce soit la reconnaissance tactile qui lui permet de retrouver l'objet choisi. Il va paniquer devant des visages inconnus ou des visages familiers si le sujet va changer les boucles d'oreilles, la coiffure, etc. Il ne reconnaît pas ou mal les animaux vivants ou les jouets représentant les animaux et il ne reconnaît que leurs cris. Il se perd dans des endroits connus, conduisant l'entourage à des stratégies de marquage. Et il ne reconnaît pas ou mal les images, surtout si les représentations sont épurées et loin des images prototypiques. Et là, j'insiste beaucoup parce que les livres d'enfants, si vous voulez, modifient l'image prototypique. Les images sont magnifiques, hein, les dessinateurs sont pleins de talent, mais pour ces enfants-là, ce n'est pas bon. Voilà. Après, les atteintes de la voie dorsale sur le plan comportemental, eh ben, ce sont pour les troubles de la coordination, le refus de sauter d'un mur ou dans la piscine, de descendre les pentes, d'utiliser les escalators, de marcher sur des sols structurés, la mauvaise prise en main de l'objet. Et pour les troubles de l'attention visuelle et de la stratégie du regard, ne pas trouver un objet dans une caisse, un vêtement dans une pile, ne pas pouvoir marcher, parler, voir et écouter, trouver quelqu'un dans une foule et être mal dans les environnements chargés en informations type supermarché. Et ça, on peut tous l'expérimenter. Quand vous essayez de faire vos courses un vendredi soir après avoir eu une semaine chargée, si vous cherchez une marque et un paquet défini dans un rayonnage de supermarché, ça va durer bien plus longtemps que si vous le faites un dimanche matin alors que vous êtes frais et dispo. Et donc, nous allons l'expérimenter à minima. Mais vous imaginez ce que ça peut être quand on a un déficit réel. Et quand vous avez des enfants qui sont IMC ou qui sont dans le polyhandicap, vous avez souvent les familles qui disent non, non, on ne l'emmène plus faire les courses parce qu'il se met à hurler quand on arrive dans le supermarché. Et ce n'est pas pour rien qu'il hurle, c'est que l'importance de ces stimulations visuelles sont trop difficiles pour eux. Les anomalies, elles peuvent être au niveau du comportement visuel. Alors, c'est la photophobie, je vous en ai dit un mot, la fixation compulsive de la lumière, on en a parlé, la pathologie de la fixation. Plus vous allez aller vers le polyhandicap, plus vous allez avoir une pathologie de la fixation. Avec une fixation qui peut être inexistante, vous en avez qui sont en grand pseudo-strabisme divergent parce qu'ils sont incapables de fixer. Et si vous les voyez assez tôt, il faut essayer de rééduquer la fixation. La fixation, elle peut être douloureuse. Elle peut durer une seconde. Voilà. Ils n'ont pas d'intérêt pour le lointain. Un enfant qui va bien découvre le lointain vers 15-16 mois. Et c'est l'époque où spontanément, les familles leur montent les vaches dans le pré. Eh ben, les enfants qui n'ont pas d'intérêt pour le lointain, c'est une pathologie neurovisuelle. Et l'absence d'intérêt pour les images mobiles des écrans, ben, cela, c'est sûr que notre monde est quand même baigné d'écrans. Et les enfants qui n'ont pas d'intérêt pour les écrans, eh ben, il y a une pathologie le plus souvent perceptive. Des signes d'appel lors des examens visuels. Ça peut être des acuités visuelles variables en fonction du test utilisé. Alors, un enfant qui a une dysgnosie des images, ben, si vous lui montrez des images, il peut avoir une acuité extrêmement chutée. Et si vous êtes dans un contexte neuro, eh ben, il faut à ce moment-là prendre des E ou des C dont vous allez demander la localisation spatiale
pour voir si vous n'avez pas une meilleure réponse en testant la localisation spatiale. Mais ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être des enfants qui ont des gros troubles visuospatiaux, qui ne vont jamais répondre à la localisation spatiale et qui vont répondre aux images. Vous avez ceux qui sont gênés de près par rapport à l'acuité de loin parce qu'ils ont des troubles de l'accommodation. Et quand vous faites le champ visuel attentionnel, il faut savoir ce que vous pouvez retrouver. Parce que c'est compliqué, hein, de faire un champ visuel attentionnel. Et donc, il faut rechercher des atteintes inférieures dans les séquelles de leucomalacie périventriculaire en sachant qu'on ne sait pas bien, parce que cela, il s'améliore avec le temps. Est-ce que c'est des déficits attentionnels ou des vrais déficits des fibres visuelles au niveau des radiations? On ne sait pas bien. Mais il faut rechercher l'atteinte du champ visuel inférieur. Les hémianopsies dans les hémiplégies, en particulier les hémiplégies cérébrales infantiles, et les rétrécissements concentriques dans les séquelles de cécité cérébrale. Et bien sûr, les interactions sociales vont être perturbées. Elles vont être perturbées parce que si vous avez des visages et des gestes flous, eh ben, ça va impacter de loin et de près l'identification, la communication, de même la prosopagnosie, l'atteinte de la perception du mouvement qui correspond à une zone tout à fait particulière va gêner la discrimination des visages et des gestes. La simultagnosie ne permet pas de repérer quelqu'un et également va gêner la reconnaissance, puisque vous pouvez, si vous êtes gêné, si vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un et parler en même temps, et la difficulté à imiter les expressions faciales et les gestes. Et encore une petite histoire, ça c'est celle de Charlotte. Charlotte, elle est grande maintenant, elle est née en 2001 et elle présentait une cécité corticale par coma hypoglycémique répété entre 0 et 6 mois en lien avec une maladie métabolique qui a mis quelques mois à se diagnostiquer. Elle a donc constitué une atrophie des lobes occipitaux à l'IRM. En grandissant, son acuité visuelle centrale n'était pas si mauvaise que ça, puisqu'on arrivait à 1,2 dixième aux lettres, 0,20 de près. Elle avait un strabisme divergent. On a même pu faire un champ visuel. Elle avait une quadranopsie inférieure droite, mais elle avait une dysgnosie des images, une prosopagnosie, une simultagnosie, un déficit spatial et une stratégie exploratoire anarchique. Alors, elle a été accompagnée dans le cadre de sa DV. Elle était en Ulysse école et puis en Ulysse collège. On n'a jamais pu avoir un accès à l'écrit. Il fallait une tierce personne pour l'accès aux documents, mais elle était extrêmement pertinente à l'oral. La lecture ne pouvait se faire que par assemblage. Elle était extrêmement lente, mais on l'a testée. Et on avait quand même un ICV à 82. Par contre, bien sûr, l'IMT était à 56. Elle avait un déficit en attention auditive, un déficit mnésique par défaut d'encodage. La compensation se faisait par une aide technique audio. Mais alors, lorsqu'on a voulu essayer de l'insérer dans la société, ça a été très compliqué parce qu'elle avait des éléments dysexécutifs avec une très grande lenteur. On n'a jamais pu l'insérer dans le monde qui est le nôtre. Et il a fallu l'intégrer dans une ESAT où ça se passe très bien parce que c'est une jeune intelligente, mais c'est sa lenteur et tout son côté dysexécutif la gêne beaucoup. Hein. J'y suis presque. Evan, lui, est né en 2015. Alors oui, c'est une histoire aussi extrêmement intéressante. Il est albanais. Nous, on nous l'a envoyé, il parlait à peine français. Et il avait un nystagmus. En fait, quand on a dépouillé un peu l'affaire, etc., il avait une paralysie cérébrale en lien avec un CMV, mais pas de déficit moteur. Il avait une acuité visuelle en binoculaire qui n'était pas inintéressante. Il était fort myope. Il avait la tête comme ça à cause de son nystagmus. Une dyspraxie bucco-faciale avec un bavage. Un problème de perception de vitesse, d'hypersensibilité auditive. Dès que ça allait un peu vite, il vomissait. Une grosse atteinte de la voie dorsale. Alors, scolarisé en Ulysse dès le CP, il avait un WISC à 98 avec 11 ossimilitudes, mais l'IVS est à 57. Un problème de lecture, donc synthèse vocale, écriture compensée par le clavier. Et en 2024, on a opéré son nystagmus, 2 dixièmes. L'ICV est encore à 89 avec un IVS à 64. Il y a un énorme delta
entre les apprentissages scolaires, puisqu'il n'a quand même qu'un niveau de CE1 en français et en maths, mais ce gamin, tout seul, sur son ordinateur, il apprend l'anglais sur YouTube. Et tous les rééducateurs me disent, bah, écoutez, il est génial, il trouve tout seul les solutions en numérique. Donc, je ne sais pas ce qu'il va donner, mais l'histoire de cet enfant est tout à fait intéressante parce que cet enfant, il est intelligent, mais il est effroyablement gêné par ses difficultés neurovisuelles. Et pour conclure, moi, je vous dirais qu'il faut les dépister, tous les enfants à risque, les prémas, les antécédents néonataux, les aides à la procréation, les antécédents familiaux de TND et tous les TND, examiner les enfants neurologiques. Et c'est là que le bas blesse encore. Hein, voilà. Se poser des questions quant à leur comportement. En ce qui concerne la déficience visuelle, ne pas mettre d'étiquette trop tôt, mais là aussi, les regarder faire. Et surtout, savoir que tous ces enfants ont un monde visuel qui n'est pas le nôtre, qui est le leur, et que c'est à nous d'y pénétrer. Voilà, je vous remercie.